Bienvenue à cette exploration des sources. Aujourd'hui, on plonge vraiment au cœur de Montréal. En ce début septembre 2025, on va s'appuyer sur pas mal de publications récentes, notamment de wikiresidence.ca et infodrone.ca. Et l'objectif, c'est de décrypter un peu les tendances fortes, les dynamiques qui façonnent la métropole en ce moment. Exactement. Ce qui frappe vraiment dans ces lectures, c'est une convergence de thèmes. L'environnement est partout, surtout la mise en valeur des berges, et puis cette idée de ville-éponge, on en parlera. Mhm. Mais il y a aussi l'économie locale, les défis du logement, les transports, la vie étudiante, communautaire. On sent une ville en pleine effervescence qui essaie des choses. C'est tout à fait ça. Et au-delà des projets pris isolément, on voit bien une volonté, disons, de répondre de manière un peu intégrée aux grands enjeux. Le climat, l'abordabilité, la cohésion sociale. Montréal semble vraiment chercher à tisser ensemble des solutions pour améliorer concrètement le cadre de vie. C'est une démarche assez, proactive. Alors allons-y, décortiquons ça. L'environnement d'abord, peut-être. Ça semble être une priorité majeure. Deux très grosses initiatives ressortent. Le Grand Parc de l'Ouest et le pôle nature Rivière des Prairies. Oui, alors, le Grand Parc de l'Ouest, c'est pas juste un parc de plus, c'est un vrai changement d'échelle. On parle de plus de 3000 hectares. 3000 hectares. Oui, c'est l'équivalent de plusieurs arrondissements, c'est énorme. Et ce qui est significatif là-dedans, c'est cette volonté de connecter et surtout de protéger durablement de vastes espaces naturels qui existent déjà. Je pense au parc nature de l'Anse-à-l'Orme, du Cap Saint-Jacques, de l'île Bizarre, et on y ajoute des zones clés comme les rapides du Cheval Blanc. D'accord. Il y a aussi des projets très concrets de restauration d'habitat, par exemple à Pierrefonds-Est, ou de réaménagement comme à la Pointe-Théoret. Le point clé, je crois, c'est cette vision d'ensemble. Créer un poumon vert unifié, accessible à une échelle qu'on n'avait jamais vue sur l'île. Donc on passe de morceaux de nature un peu séparés à un vrai réseau en fait. Précisément. Et cette logique de connexion, on la retrouve aussi avec le pôle nature Rivière des Prairies. L'ambition là, c'est un parc linéaire de 21 km le long de la rivière. Ah oui. Ça relie des parcs existants, ça crée des pistes cyclables continues, ça améliore l'accès à l'eau. On voit déjà des réalisations, les aménagements de berges à Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, ou la promenade fleurie à Ahuntsic, Quartier-Ville. Ce qui est intéressant, c'est que ça change la perception de la rivière. Avant, c'était une limite. Maintenant, ça devient une sorte de colonne vertébrale pour les loisirs et l'écologie dans le nord de l'île. Et cette relation à l'eau, elle se limite pas qu'aux berges, j'ai l'impression. On dirait que Montréal assume de plus en plus son côté île. La plus grande île habitée en eau douce, quand même. Les activités nautiques ont l'air d'exploser. Ah oui, absolument. L'offre s'est vachement diversifiée, on a du surf de rivière, du kayak, du paddle, mais elle s'est aussi professionnalisée. Des centres comme Navi à Verdun, KSF à La Salle, où les installations au parc Jean-Drapeau et sur le canal de la Chine sont devenues des points névralgiques. Et si on ajoute à ça les plages urbaines qui se multiplient, Verdun, Jean Doré, la plage de l'Est, celle de l'Horloge, Cap Saint-Jacques. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Ce qui est fascinant, c'est cette réappropriation du fleuve et des plans d'eau comme des lieux de vie, de loisirs. Autrefois, c'était des barrières ou des voies industrielles. Maintenant, ce sont des atouts majeurs pour la qualité de vie. Et ça a des retombées économiques, sociales, c'est évident. Et c'est une bonne transition vers un autre aspect de l'eau en ville, le concept de ville-éponge. On connaissait les ruelles vertes, mais là on entend parler de ruelles bleues, de parcs qui absorbent l'eau. C'est quoi l'idée au juste? L'idée, en gros, c'est de repenser complètement comment on gère l'eau de pluie. Au lieu de tout envoyer le plus vite possible dans les égouts, qui sont souvent surchargés, on essaie de faire en sorte que l'eau s'infiltre là où elle tombe. D'accord. On la ralentit, on la stocke temporairement. C'est une réponse directe aux pluies qui sont de plus en plus intenses avec les changements climatiques et qui causent des inondations, des surverses d'égouts. Et ça existe déjà ailleurs? Oui, c'est pas juste une théorie. Des villes comme Copenhague, Portland, Toronto, elles le font déjà. Mais alors concrètement à Montréal, ça se traduit comment? On a un exemple tout frais, le parc Pierre-Béda, dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, qui a été inauguré fin août. C'est le plus grand parc conçu avec cette approche éponge. Il peut retenir une quantité d'eau assez impressionnante, l'équivalent de plusieurs piscines olympiques, grâce à des aménagements comme des bassins de biorétention, des sols perméables, Ouais. tout en restant un parc agréable, avec des passerelles, du mobilier. C'est plus qu'un simple espace vert, c'est une infrastructure de résilience en fait. Et ça ne concerne pas que les parcs, on parle même de rues éponges.
Oui, la première est prévue pour l'an prochain. C'est la rue Larivière dans le centre-sud. L'objectif, c'est de réduire d'environ 70% le ruissellement vers les égouts et en même temps, ça filtre l'eau. Et ça coûte cher ce genre de rue? Le budget initial annoncé est de 2,5 millions de dollars. Ça peut paraître beaucoup pour une rue, mais ce qui est crucial, c'est le retour sur investissement. Les études montrent que chaque dollar investi là-dedans peut faire économiser entre 4 et 8 dollars en dommages évités. Ah oui, quand même. Oui, les dommages liés aux inondations, aux infrastructures qui lâchent. Donc, économiquement, c'est très sensé à terme. Intéressant ce calcul. Bon, changeons un peu de sujet pour aborder le logement, le développement. Un autre dossier chaud. On pourrait commencer par un exemple très local, l'inauguration du parc Devon ou Beaconsfield. Qu'est-ce que ça nous apprend? Mais le parc d'Evon, c'est Aldonza parce que ça illustre une dynamique qu'on voit dans certains secteurs, comme Beaconsfield. C'est un projet qui vient de la communauté pour améliorer un espace vert avec des aménagements modernes. Beaconsfield, c'est très résidentiel, beaucoup de maisons unifamiliales, et la tendance forte là-bas, c'est pas tellement la densification, c'est plutôt la rénovation, l'agrandissement, la mise en valeur des propriétés qui existent déjà. D'accord. Ça aide à maintenir un certain cachet, c'est sûr, mais ça contribue aussi à des valeurs immobilières qui sont assez élevées. Et justement, en parlant des valeurs immobilières, les chiffres globaux pour Montréal qui sont sortis là récemment sont assez frappants. On parle d'une hausse de presque 40% pour les unifamiliales en 3 ans, Oui, 38,8%. plus de 30% pour les plex, plus de 20% pour les condos. Ça grimpe fort, hein? Oui, ces chiffres confirment la pression qui est énorme sur le marché. Clairement, la demande reste bien au-dessus de l'offre, que ce soit pour acheter ou pour investir, et ça tire les prix vers le haut. L'unifamilial, ça reste le rêve pour beaucoup, même si c'est cher. Et la performance des plex montre que les investisseurs croient toujours au potentiel locatif de Montréal. Évidemment, le revers de la médaille, c'est l'abordabilité. Ça devient un défi immense pour beaucoup de gens. Et c'est là que ça devient vraiment crucial de regarder les initiatives qui tentent justement de proposer des alternatives. Les sources mettent en lumière quelques projets spécifiques qui visent l'abordabilité ou des besoins sociaux précis. Le premier, c'est le Cardinal à Griffinton. Oui, le Cardinal, c'est un projet porté par l'Utile, qui est un organisme spécialisé dans le logement étudiant abordable. C'est assez emblématique. On parle de 285 logements pour étudiants, juste à côté d'une future station du REM. Bien placé. Très bien placé. Et ce qui est notable, c'est la combinaison U. Une architecture moderne, beaucoup de place pour les vélos, mais aussi l'intégration d'un bâtiment patrimonial. Et surtout, des loyers qui sont annoncés bien en dessous du marché dans un quartier comme Griffinton, qui est souvent critiqué pour sa gentrification. Et comment c'est financé, ça? C'est un montage public-privé. Il y a les SHQ, la Société d'habitation du Québec, la Ville de Montréal et le Fonds immobilier de solidarité FTQ. C'est un signal assez fort pour essayer de garder une certaine mixité dans ces quartiers centraux. L'ouverture est prévue pour l'été 2027. D'accord. Un autre modèle qui a l'air intéressant, c'est à Lachine, un projet de cohabitation. Tout à fait. Ça, c'est un projet mixte de 58 unités mené par l'organisme Village Urbain, là aussi avec des partenaires publics et le fonds FTQ. La clé ici, c'est vraiment la mixité assumée. Il y a une partie en condo vendu au prix coûtant et une majorité en logement locatif abordable. Et ils mettent l'accent sur les familles. Plus de la moitié des logements en 3 ou 4 chambres, ce qui est assez rare pour être souligné. Oui, c'est vrai. Mais le cœur du concept, c'est ce qu'ils appellent la maison commune. C'est un grand espace partagé, presque 10 000 pieds carrés, avec une cuisine collective, salle de jeu, buanderie, espace détente, même une chambre d'amis. Ah, c'est pas mal ça. L'idée, c'est vraiment de recréer un esprit de communauté, de réduire l'isolement et puis de mutualiser certains espaces, certains coûts aussi. Ça réinvente un peu le vivre ensemble en ville finalement. Et il y avait un troisième projet notable, la reconversion de l'ancien hôpital chinois, dans Villeray. Oui, cet édifice patrimonial sur Saint-Denis, il était vide depuis, presque 25 ans. La ville l'a acheté pour le transformer en logements sociaux. Et c'est la maison Saint-Dominique qui mène le projet. Un organisme qui a une grande expérience dans l'accompagnement de personnes avec des enjeux de santé mentale. D'accord. C'est un bel exemple de comment on peut réutiliser intelligemment le bâti existant pour répondre à des besoins sociaux criants, tout en préservant un lieu qui a une histoire. Le projet est en démarrage avec un premier financement pour lancer les études. Tous ces projets créent des milieux de vie, c'est bien, mais encore faut-il pouvoir se déplacer, se connecter entre quartiers. Justement, côté transport, on a eu du nouveau sur le prolongement de la ligne bleue du métro. On connaît enfin les noms des futures stations. Oui, et ces noms ne sont pas juste des noms, hein. Ils rendent hommage à des figures historiques et sociales importantes. On aura donc Vertières,
Marie-Touet Axerley, Césira Parisotto, Madeleine Parent et le terminus Anjou. C'est bien de le souligner. Au-delà du symbole, c'est un projet structurant majeur pour Montréal, attendu pour 2031. L'impact espéré est énorme pour des quartiers comme Saint-Michel, Saint-Léonard, Anjou, qui vont enfin être mieux desservis. La ville anticipe d'ailleurs la construction de 25 000 nouveaux logements le long de ce tracé. 25 000? Oui, et on estime qu'entre 20 000 et 25 000 personnes utiliseront cette nouvelle section chaque jour. Ça va vraiment redessiner la carte des déplacements dans l'est de Montréal. Et les connexions, ce ne sont pas que des infrastructures physiques. Il y a aussi le tissu social, culturel. Un événement qui illustre ça, c'est le 24e Powwow annuel, qui innove cette année. En effet, la grande nouveauté, c'est qu'il est co-organisé pour la toute première fois par l'Université McGill et le Cégep John Abbott. Et il déménage à Sainte-Anne-de-Bellevue. Ah bon? Oui, sur un terrain qui est situé assez stratégiquement entre les deux campus. L'objectif affiché est clair, c'est de renforcer les liens communautaires, de faciliter le partage des savoirs et des traditions autochtones, et aussi de rendre l'événement plus accessible à un public plus large de l'ouest de l'île. C'est important pour la visibilité et le sentiment d'appartenance des étudiants autochtones, bien sûr, mais aussi pour le dialogue interculturel à Montréal en général. Bien sûr. Terminons ce tour d'horizon avec l'économie. Il y a un focus sur l'achat local qui semble vraiment prendre de l'ampleur. Oui, et il y a une étude récente commandée par l'organisme Les Produits du Québec qui donne des chiffres assez percutants sur l'impact des produits non alimentaires qui sont certifiés fabriqués ici. Comparé aux importations, ces produits génèrent localement presque 8 fois plus de bénéfices pour les entreprises. 8 fois. Parce que 4 fois plus de retombées économiques en termes de PIB, 3 fois et demi plus d'emplois et presque 3 fois plus de revenus de travail. C'est un effet multiplicateur qui est énorme. C'est fou. Et en plus, ils évitent en moyenne un tiers des émissions de GES, les gaz à effet de serre, qui sont liés au transport sur de longues distances. L'impact est donc loin d'être juste symbolique. Et du côté des consommateurs, est-ce que ça suit? Est-ce qu'on est prêt à acheter local? Apparemment oui. L'étude montre qu'il y a une réelle disposition à payer plus cher, parfois beaucoup plus cher, jusqu'à 70% de plus pour certaines catégories comme les meubles ou les vêtements, pour un produit qui est certifié fabriqué au Québec. Ah, oui. Ce qui est valorisé, c'est le soutien à l'économie locale, évidemment, mais aussi une perception de meilleure qualité, de durabilité. Et un fait intéressant, les certifications officielles ont beaucoup plus de poids qu'une simple mention vague « Québec ». Du coup, ça pose la question, notamment dans le cadre de la SCI, la stratégie de croissance économique inclusive du gouvernement, comment est-ce qu'on peut mieux soutenir ces filières locales, ces labels, pour maximiser cet impact positif? Bonne question. Et juste un dernier mot sur le portrait commercial global. On a des données récentes qui montrent qu'il y a plus de 28 000 locaux commerciaux sur l'île. L'analyse fine des taux de vacances par quartier, en croisant ça avec des données sociodémographiques, ça vise justement à mieux comprendre les dynamiques locales et les enjeux d'équité. Bon, si on prend un peu de recul, après avoir brassé tout ça, quelle image de Montréal se dégage finalement? On voit une ville qui mise gros sur l'environnement, et pas juste en parole, avec des projets d'infrastructures vertes et bleues majeurs. C'est ça. Une ville qui explore activement de nouvelles voies pour le logement, qui essaye de concilier le développement et l'abordabilité, l'innovation sociale et le patrimoine. Mhm. Une ville qui cherche à mieux connecter ses territoires et ses populations. Et puis une ville qui redécouvre la force de son économie de proximité. Exactement. Ce qui est frappant, je trouve, c'est la cohérence qui semble émerger entre toutes ces initiatives. Elles pointent vers une vision d'une métropole qui se veut plus résiliente, plus inclusive et où il fait bon vivre. Après, la grande question qui reste en suspens et qui invite peut-être à la réflexion, c'est celle de l'équité et de l'identité dans cette transformation qui est quand même assez rapide. Comment on s'assure que tous les Montréalaises et Montréalais bénéficient de ces changements? Et comment cette ville en mouvement va-t-elle réussir à préserver son caractère unique, son âme, si on veut, tout en se projetant vers l'avenir et les défis qui l'attendent? C'est une excellente question pour continuer à observer Montréal dans les mois et les années à venir. Voilà qui conclut notre exploration d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.